Alors, pour laisser ensuite le maximum de temps pour le débat et pour les questions, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comment penser l'effondrement pour agir et habiter la Terre? Donc, ceci va être, travaillé avec Christophe Bonneuil. Christophe Bonneuil, qui est historien, qui est directeur de recherche au CNRS. Vous le connaissez sans doute parce qu'il a écrit un livre très important qui s'appelle « L'événement Anthropocène » avec Jean-Baptiste Fressoz, et il dirige la collection Anthropocène au Seuil. Et par ailleurs, il appartient aussi à l'association Attac, dans laquelle nous travaillons ensemble au niveau des liens à faire entre écologie et société. Et Marie Toussaint est juriste. Elle participe à une association qui s'appelle End Écocide, c'est-à-dire fin de l'écocide sur la Terre. Cette notion d'écocide, elle nous expliquera tout cela, bien entendu, par rapport à ce que nous disions souvent concernant le génocide. L'écocide ajoute autre chose par rapport à notre discussion. Et Marie aussi a fondé une association qui s'appelle Notre Affaire à tous. Et elle nous en parlera. Et une association qui est dédiée à des recours juridiques pour contraindre les États qui théoriquement sont engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'ils ont signé des protocoles et des accords, pour les contraindre à l'action jusqu'à porter plainte dans la mesure où ils n'agissent pas conformément à leurs engagements. Donc voilà, on va leur donner la parole immédiatement. Donc Christophe va commencer pour 10 minutes. Alors je vais essayer de discuter le comment penser l'effondrement. En essayant de dire deux choses. D'une part, que nous sommes dans une situation bien plus catastrophique, bien plus dramatique, bien plus urgente que nous ne l'imaginions encore en 2015, en matière de disruption climatique, écologique, géologique de la planète et des conséquences humaines qui vont avec. Et du coup, en cela, l'article de Yves Cochet qui était paru le 23 août 2017, qui prévoyait un effondrement généralisé de la Terre, des humains dans la décennie 2030-2040, une réduction de la moitié de la population et éventuellement une renaissance à partir de petits groupes à partir de 2040, était une provocation utile. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est argumenter qu'on ne peut pas parler d'effondrement indifférencié, ni de l'humanité, ni de la civilisation, je vais mettre un guillemet sur civilisation, industrielle. Que c'est scientifiquement et historiquement trompeur et politiquement problématique. Alors, premier point, ça va encore plus mal que prévu. L'humanité et la géopolitique mondiale sont déjà sur la partie glissante de la pente. Le scénario des 4 degrés, qui était vu comme le scénario du pire encore dans les scénarios du GIEC avant 2013, c'est aujourd'hui le plus probable. Le scénario de 30 cm de montée des eaux au XXIe siècle est plutôt passé maintenant dans les derniers rapports du GIEC, plutôt près de 1 mètre. Et une publication de James Hansen de l'année dernière a un scénario qui montre comme loin d'être improbable de 2 à 5 mètres de montée des eaux. Et alors là, ce n'est pas des chiffres abstraits, c'est-à-dire que 50 cm de montée des eaux, c'est plus de 300 millions de personnes, notamment dans le delta du Nil, le delta du Gange et toute une série de régions côtières de la planète, 300 millions de personnes qui doivent quitter leurs maisons, qui sont jetées sur les routes, qui deviennent ce qu'on appelle des migrants ou des réfugiés climatiques. 1 mètre de montée des océans, c'est 10% des terres continentales qui sont perdues. Donc en termes de production agricole, c'est des catastrophes majeures qui placent les sociétés humaines dans des violences extrêmes, des menaces géopolitiques redoublées, des menaces pour la survie des démocraties, pour la valeur de la vie humaine sur Terre,
avec peut-être un 21e siècle qui peut être plus barbare que l'a été le 20e siècle, avec les grandes boucheries, les totalitarismes qu'on a connus au 20e siècle. Donc c'est vraiment ça qui est en jeu devant nous. Donc ça, c'est mon premier point. Ça va encore plus mal que ce qu'on aurait pu craindre encore il y a quelques années. Les enjeux sont encore plus dramatiques pour nous. Deuxième point, il me semble, évidemment, on est dans la prospective, dans le sentiment, je ne suis pas un spécialiste, etc. Il me semble que s'il y a un choc de ce type-là, à l'échelle planétaire, ça ne va pas se passer comme les lanceurs d'alerte scientifiques autour de l'idée du state shift de la planète, un changement d'état de la planète, comme le Club de Rome l'avait anticipé dans les années 70, comme les environnementalistes spécialistes de l'effondrement nous le disent aujourd'hui. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer sous la forme d'une confrontation entre une humanité trop consommatrice et trop nombreuse et le choc de disruption climatique et d'un épuisement des ressources, l'espèce de la courbe population-ressources qui est la courbe finalement malthusienne. Et puis, paf, à un moment, on va dans le mur d'une limite, il y a un effondrement de la population, et puis éventuellement, si tout le monde n'a pas disparu, ça redémarre. Moi, je pense que ça, c'est une vision biologisante, profondément anti-politique, infrapolitique, et potentiellement très conservatrice des choses. Je crois qu'il y aura des chocs très violents, mais je pense qu'il faut les penser politiquement, géopolitiquement, et les penser en termes de lutte sociale, d'inégalité sociale, de justice environnementale. Je suis à combien de temps? Ça va. Alors, je vais prendre deux exemples historiques du passé et ensuite faire deux hypothèses sur comment ça pourrait se passer, comment on pourrait les lire. Deux exemples dans le passé, la Grande Peste et la guerre de 100 ans. Énorme catastrophe humaine, dépopulation de l'Europe, etc. Ça débouche sur une hausse du coût de la main-d'œuvre et la contestation du servage qui oblige les élites féodales, pour maintenir leurs privilèges, leurs richesses, etc., à un expansionnisme vers l'Atlantique au XVe siècle qui amène à la conquête de l'Amérique et de l'ensemble du monde par l'Europe, dans un contexte où dans le même temps il y a un petit âge glaciaire. On a à la fois en Amérique un effondrement de 50 millions d'Amérindiens qui sont éradiqués. On passe de 55 millions d'Indiens en 1492 à 5 millions 150 ans plus tard. Donc on a un véritable génocide. De ce point de vue-là, l'effondrement, ils l'ont déjà connu, eux. Et d'autre part, en Europe, une aggravation du petit âge glaciaire avec des famines sous Louis XIV et des souffrances extrêmement importantes qui favorisent la poussée de l'État moderne sous sa forme absolutiste. Voilà. On a un enchaînement de catastrophes politiques, biologiques, climatiques, qui est extrêmement politique dans sa dynamique. Deuxième moment, la fin du XIXe siècle, on a une crise économique mondiale et on a des épisodes de El Niño et des grandes sécheresses et des dérèglements des moussons en Asie qui provoquent 40 millions de morts, essentiellement par famine, essentiellement au Brésil, en Afrique subsaharienne, en Inde et en Chine. Ça a été étudié dans le livre Génocides tropicaux de Mike Davis. Et ce que Mike Davis montre, c'est que en Inde et en Chine, ce désastre humain, c'est quand même pas loin de 3% de la population humaine qui disparaît en 2 décennies. En Inde et en Chine, ce désastre est aggravé par l'impérialisme britannique, qui continue à faire venir des céréales de l'Inde alors qu'on y meurt de faim. Et ce désastre humain provoque des bouleversements dans l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est qui favorisent l'arrivée des Européens qui colonisent ces régions-là et qui prennent le contrôle du monde. On passe d'une Europe qui contrôle 30% du globe en 1800 à une Europe qui contrôle 80% du globe en 1900. Donc on a des situations de bouleversement climatique, d'effondrement écologique qui ont des effets géopolitiques de redistribution de la puissance. Ce n'est pas un effondrement indifférencié où tout le monde meurt, où tout le monde, etc. On a des gens qui gagnent
dans ces processus-là et des gens qui perdent beaucoup. Donc c'est pour ça que je voudrais proposer de penser la situation actuelle dans ces termes-là. D'une part, en termes beaucoup plus géopolitiques, je pense que le dérèglement climatique redistribue les rapports de puissance. Et là, je m'appuie sur le dernier livre que j'ai publié dans la collection Anthropocène, Jean-Michel Valentin, petit coup de pub, Géopolitique de la planète. Ce qui nous montre, c'est que les États-nations, les puissances, sont inégalement exposés à la catastrophe climatique. À l'extrême, on a une Afrique subsaharienne qui va être extrêmement fragilisée, avec peut-être la fin du monopole de la violence légitime par des États qui auront du mal à se maintenir. On voit déjà les poussées terroristes dans ces régions, etc., etc. Et de l'autre, la Russie, qui est un grand gagnant potentiellement du changement climatique, avec la fonte de la banquise arctique qui va être de plus en plus ouverte à la navigation. On pense qu'en 2030, en été, il n'y aura plus de banquise, et donc on pourra gagner 3 semaines pour aller de Shanghai à Rotterdam avec des super tankers et des super porteurs de containers. Et on a des milliards d'investissements pour construire des nouveaux ports sur cette nouvelle route. C'est comme le canal de Suez il y a un siècle ou le canal de Panama. C'est la nouvelle voie commerciale par laquelle la Chine fait de l'Atlantique son arrière-cour commercial. La Chine, les principales banques chinoises investissent dans ces constructions. Le gouvernement, évidemment, russe et les grandes compagnies des énergies fossiles russes investissent à mort là-dedans. Il y a des ressources fossiles sous l'Arctique. On construit des nouvelles villes à grand renfort avec des dizaines de milliers de travailleurs qui vont là. Il faut savoir qu'en été, il fait quand même moins 15, hein, c'est des conditions extrêmes. Il y a des centrales nucléaires flottantes qui alimentent les villes naissantes en énergie en attendant qu'on ait les énergies fossiles, les gaz et le pétrole là-dessous. C'est le nouveau Far West. Hein, c'est le nouvel espace dans lequel on pense que les limites de la planète n'existent pas. Et ça tisse une nouvelle alliance géopolitique entre la Russie et la Chine qui investit massivement dans cette zone-là. Donc je pense que de dire ça, après on pourrait détailler la position de l'Asie du Sud, qui est une véritable pétaudière entre la fonte des glaciers de l'Himalaya et la montée des eaux au sud. On appelle ça un hypersiège en géopolitique, avec un mur de 4000 km construit par l'Inde dans sa frontière avec le Bangladesh pour empêcher les futurs réfugiés climatiques de venir. C'est des pays nucléaires, c'est une présence du terrorisme islamique au Pakistan. Enfin, on a une situation extrêmement inquiétante dans cette zone où il y a 1,5 milliard d'habitants. On pourrait discuter de l'Europe et ses fragilités dans cette situation-là. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut penser cette question-là comme conjointement une question dite environnementale et climatique, mais une question qui traverse le géopolitique, qui redistribue complètement le jeu de puissance entre les États. Et puis dernier point, donc il faut le penser géopolitiquement, cette perspective de dérèglement, d'effondrement planétaire, mais il faut le penser aussi socialement, en termes d'inégalité sociale, en termes de justice environnementale. Il faut savoir que à Miami, par exemple, mais c'est vrai dans toutes les grandes villes côtières du monde, de Jakarta à Calcutta à New York, on a une situation où à Miami, jusqu'aux années 90, la montée des océans, parfait, ça va aller, était de 3 mm par an. On est aujourd'hui à 9 mm par an, et on a ce qu'on appelle une gentrification climatique, où tous les riches vont acheter des maisons un peu plus haut, plus loin des côtes, avec une expulsion des populations, des couches populaires de ces régions-là, et c'est un phénomène qu'on observe dans toutes les villes du monde. Donc une accentuation des injustices en lien avec le danger climatique. Cette question, elle se pose à l'échelle planétaire. On sait que si on est riche dans un pays riche, on va émettre 1000 fois plus que si on est pauvre dans un pays pauvre au cours de sa vie en termes de gaz à effet de serre. Or, les groupes sociaux qui sont les plus responsables des émissions ne sont pas ceux qui sont les plus touchés par les conséquences du débat climatique. Il y a une inégalité majeure de ce point de vue-là. Et la question qui se pose, c'est comment faire émerger les victimes, les affectés, les violentés par les bouleversements climatiques, comment les faire émerger
en sujet de mouvement social, en sujet politique. Et je crois que là, il y a toute une question pour les mouvements sociaux et les forces progressistes. Pour conclure, il me semble que si on raisonne en termes d'urgence politique pour les mouvements sociaux, je suis assez d'accord avec les propositions de Tchetch. Il me semble qu'il ne s'agit pas uniquement dans une stratégie réformiste de mitigation, d'agir pour transformer les politiques publiques à l'intérieur du système capitaliste, productiviste, extractiviste dans lequel on est. Il ne s'agit pas uniquement non plus de raisonner en termes révolutionnaires d'alternatives systémiques, stratégie révolutionnaire classique de la gauche. Je pense aussi que il y a la stratégie de l'ici et maintenant du mouvement autogestionnaire, c'est-à-dire d'acter qu'on va au-devant d'une période sombre et de choc écologique profond. Et la question qui se pose, c'est comment les traverser en maintenant le maximum de démocratie, de justice sociale et de solidarité. C'est-à-dire comment on peut maintenir des poches, des espaces, des territoires de solidarité et d'humanité, c'est-à-dire à la fois du soutien aux migrants sur les territoires, enfin tout ce que tu as dit sur les luttes territoriales, etc. C'est-à-dire comment traverser les années noires, un peu comme les stratégies de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, comment dans des années noires s'organiser collectivement pour maintenir un futur possible, des solidarités et des perspectives de transformation sociale et d'égalité. Voilà, la comparaison que je ferais, c'est avec le mouvement anti-esclavagiste du 19e siècle ou avec les mouvements de la résistance française dans les années noires de Vichy. Bon, merci beaucoup Christophe, d'abord pour ce détour historique et pour avoir donné un contenu concret à l'effondrement, parce que justement nous périssons des abstractions que nous avons du mal après à exprimer politiquement. Donc merci vraiment, c'est tout à fait l'esprit que nous voulions pour ce débat ici. Donc maintenant Marie, justement la parole est à toi Marie, pour nous dire précisément, pour nous indiquer aussi des lieux, des moments d'action politique justement visant à faire émerger cette démocratie dont tous les intervenants ici ont déjà parlé, une démocratie réelle qui nous permet de reprendre le pouvoir sur nos vies. Oui, merci Geneviève. Vous m'entendez ? Là, c'est bon ? Ok, super. Merci Geneviève. Je pense que c'est effectivement là le sujet. Alors je dis pas ça seulement parce qu'on est chez Politis et chez Attac, mais le constat, c'est effectivement celui que vient de faire Christophe, et j'ai beaucoup d'autres exemples en tête. Moi, l'un des exemples qui m'a frappé, c'est le cas de Lagos, où les territoires sont en train de s'assécher et on est en train d'aller chercher le sol des mangroves, donc où vivent les communautés, pour aller construire une île artificielle pour se protéger des effets du changement climatique. Voilà, ça c'est une petite anecdote, mais la question c'est effectivement celle de la justice climatique. J'ai déjà discuté avec plusieurs personnes dans cette salle ici, mais il y a beaucoup de mouvements qui disent nous on fait vivre la justice climatique depuis très longtemps, et puis vous arrivez avec vos histoires de droit et vous nous piquez les termes de justice climatique. Mais je crois que c'est justement exactement ça qu'on essaye de porter ensemble. C'est-à-dire que la justice, c'est à la fois la justice en tant qu'institution, mais c'est aussi aller vers ce qui est juste. Et c'est justement ce combat-là qui est important. Et moi, ce que je crois, et ce qu'on est nombreux à croire, et dans Ecocide on Earth, et chez Notre Affaire à tous, c'est qu'aujourd'hui, la question du droit, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, mais la question du droit est l'enjeu majeur, le combat social du XXIe siècle. Pourquoi je dis ça ? On a parlé tout à l'heure des luttes sociales au 19e. On a aussi parlé du contrat social qu'on a construit au 20e siècle, qui était basé sur un certain nombre de constats, et notamment celui du besoin d'égalité, mais qui oubliait complètement la dimension environnementale, qui concerne la question climatique, mais plus largement, on regarde aujourd'hui les victimes de l'amiante, dont très peu sont pris en compte, et
aucun responsable ne va au pénal. On peut regarder aussi la question des pesticides, où de la même manière, on parle d'un fonds d'indemnisation sans penser à pénaliser Monsanto. Et il y a tout un tas d'autres sujets de l'ordre de la santé environnementale ou de l'environnement qu'on ne prend aujourd'hui pas en compte et pour lesquels on peine à mettre en place un modèle social qui soit en capacité de prévenir, de traiter, de guérir l'ensemble de ces symboles. Donc peut-être pour revenir plus sur le sujet d'aujourd'hui, comment penser l'effondrement, je ne veux pas reprendre tout dans le détail parce que Christophe l'a beaucoup fait et d'autres intervenants aussi, mais on est effectivement dans une situation de détérioration des communs en règle générale. À la fois, on a reconnu des lieux, des espaces comme les océans ou comme l'Antarctique comme étant des espaces du patrimoine à sanctuariser au niveau international et pourtant on n'est pas à même aujourd'hui de les protéger. On fonctionne avec l'ONU a reconnu le travail d'une équipe de chercheurs de l'université de Stockholm sur les limites planétaires. Donc quand on regarde à la fois les communs et ce qui peut être de l'ordre des limites planétaires, la composition de l'atmosphère, le changement climatique, la biodiversité, etc., elles sont au nombre de 9, on a déjà dépassé 4 des limites appropriées. Et puis quand on regarde l'ensemble des chiffres, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 60% des vertébrés mammifères qui ont disparu, 80% des insectes, qu'on est bien au-dessus en ce qui concerne le climat des 400 ppm, que les catastrophes climatiques coûtent de plus en plus cher, qu'elles coûtent de plus en plus cher aux victimes, aux citoyens, aux contribuables et jamais aux pollueurs. Bon, tout cet ensemble de choses-là que vous connaissez et qu'on peut aborder plus longuement si vous le souhaitez. Mais pourquoi le droit est un problème? Et puis après, peut-être je tracerai quelques pistes et je vous invite à ce qu'on échange sur ces questions-là pendant les questions-réponses en fonction des pistes qui vous semblent les plus justes et peut-être les plus intéressantes. Mais pourquoi est-ce qu'on a un problème? On a un problème parce que aujourd'hui, le droit est incapable de penser. Le droit a été construit intégralement sur la question de la propriété. On a voulu assurer la justice par la question de la propriété. C'était le droit à l'égale propriété de chacun. Et on a aujourd'hui besoin de revoir en profondeur notre philosophie, notamment à partir des philosophies, on dit indigènes, mais qui en fait peuvent être des philosophies très anciennes chez nous, de relation avec la nature, de se sentir partie prenante de la nature, de savoir ne ponctionner sur la nature que ce dont on a besoin pour vivre. Donc il y a cette question philosophique qui est à la base de notre contrat social et de ce qu'on appelle demain à être le contrat naturel. Mais il y a aussi une construction juridique qui est problématique dans le sens où toutes les grandes firmes multinationales alliées avec beaucoup d'États, qu'on pourrait appeler des États voyous, ont légalement construit l'impunité. Et ils ont construit des manières de détourner, en prenant l'autorégulation et la dérégulation, ils ont en fait construit des sas dans lesquels ils pouvaient, tout en respectant le droit, pouvoir tuer la terre, et donc nous sur la terre. On peut penser à toutes les entreprises pétrolières, on peut aussi penser à ce qu'on vient de voir sur les Paradise Papers, dont beaucoup d'actions étaient légales. Et on a aussi toutes ces personnes-là qui fabriquent le doute scientifique, c'est-à-dire qui aujourd'hui financent des millions et des millions, voire des milliards d'euros ou de dollars ou d'autres monnaies pour lutter contre le constat scientifique. Donc ça, c'est la faillite du système libéral et capitaliste qui n'a pas réussi à mettre en place le droit protecteur des populations. Mais on a une deuxième problématique en termes de droit, qui est une problématique de prise en compte de la temporalité. Là, je reprends ce que disait Hervé Le Treut tout à l'heure, mais en gros, aujourd'hui, quand on atteint à l'environnement, les impacts ne se font pas forcément sentir tout de suite. On a les marées noires, ça se voit, c'est là tout de suite. On sait que les effets durent beaucoup plus longtemps. C'est la même chose pour les gaz à effet de serre, où on a des effets qui sont parfois 20 à 30 ans après. Ça, le droit ne sait pas le saisir. De la même manière, toutes ces pollutions diffuses qui attaquent les communs, en réalité, on a une multiplicité de sources. C'est moins vrai pour le climat et pour le CO2 notamment que pour d'autres sujets, comme la biodiversité par exemple, parce qu'on sait qu'il y a 100 firmes qui sont responsables depuis 1988, donc on savait déjà le changement climatique, ses impacts, ses origines, et 100 firmes qui sont responsables de 71% des émissions de gaz à effet de serre. Tout ça va en s'accélérant, mais on est quand même dans une problématique de multiplicité des pollueurs, de pollution diffuse, que le droit ne sait absolument pas appréhender. On a une question aussi de responsabilité. Le droit s'est beaucoup construit, même s'il évolue un petit peu depuis quelques années, sur la responsabilité intentionnelle. C'est-à-dire qu'on reprochait et on pouvait punir des comportements lorsqu'ils étaient commis avec l'intention de nuire. Aujourd'hui, on sait que seul l'appât du gain peut engendrer des tas
et des tas de comportements qui sont néfastes et pour les humains et pour l'environnement. Ça veut dire aller vers la responsabilité objective. Et encore une fois, ça touche à la fois le climat, l'amiante, les algues vertes, les pollutions et tous les ensembles de questions environnementales qu'on traite aujourd'hui. Et puis, bien sûr, un principe de précaution qui reste appréhendé par les juristes de manière tout à fait limitée et aléatoire. Et on a besoin d'avancer sur peut-être avancer du risque au risque de risque, en tout cas de faire avancer ces questions et de mettre en place un droit qui prenne mieux en charge les questions environnementales. Faut que je me retrouve, vous m'en excuserez. Voilà. La dernière... Donc tout ça, c'est quand même des vraies problématiques pour le droit aujourd'hui. Et puis la dernière problématique, c'est l'appréhension d'un système qui soit un système post-étatique. On parlait à l'instant des luttes locales, mais on sait évidemment que toutes les questions de commun ou de limites planétaires sont des questions globales, parce qu'un acte qui est commis en un endroit de la planète a des impacts sur l'ensemble de la planète. Là, tout à l'heure, je voyais, on a un accident nucléaire en Russie qui est arrivé il y a quelques semaines, dont personne ne nous a parlé, et qui, évidemment, arrive jusqu'à la France, traverse les frontières et vient impacter notre vie quotidienne. Mais l'ensemble du droit international depuis 1945 s'est construit sur ce modèle westphalien, ce modèle des États. Et il y a un deuxième sujet, au-delà de la question de l'impact sur le global de chaque atteinte à l'environnement en un milieu spécifique, et peut-être je reviens aussi sur ce que disait Christophe à l'instant, mais on parle des responsabilités différenciées des États du Nord par rapport aux États en développement, dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, et qu'il faut réinterpréter l'ensemble du développement comme on doit réinterpréter le progrès. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a une moyenne d'émissions par personne qui est de l'ordre de 6,2 tonnes par an. Mais en fait, quand on regarde les 10% les plus émetteurs, ils produisent 45% des émissions de gaz à effet de serre, soit 28 tonnes. Ils sont répartis très largement dans les pays développés et les pays qu'on appelle émergents. À l'inverse, il y a 50% des émetteurs, des personnes les moins émettrices, qui ne sont responsables que de 13% des émissions, soit 1,6 tonnes. Et si on le répartissait équitablement parmi la charge, parmi les 10% les plus émetteurs au niveau international, on aurait 46% d'Américains, 16% d'Européens, 12% de Chinois. Tout ça pour dire que dans le droit, on doit aussi imaginer des responsabilités qui sont de l'ordre de ces fameux 1% dont on parlait tout à l'heure aussi, mais au-delà de cette question qui est celle des COP et de la COP 23 en ce moment, des États qui sont responsables, les États oui sont responsables, mais la question de l'inégalité dépasse largement ce cadre-là. Alors c'est là où je vais peut-être aller un peu vite et ça peut être un peu frustrant, mais les réponses qui peuvent être abordées par le droit. Donc je viens d'essayer de vous expliquer pourquoi on devait réinventer ce droit-là. Ce droit-là, ça doit être aussi un droit de l'humanité, un droit des générations futures. C'est une proposition qui avait été portée par Corinne Lepage au moment de la COP 21. Cette proposition-là, elle est pour moi assez limitée, mais elle a le mérite d'exister et d'essayer d'appuyer sur ce principe de précaution et cette responsabilité de faire vivre le droit à un environnement sain. Aujourd'hui, on est dans un droit de l'environnement, il faut passer un droit à l'environnement. Et c'était un peu ça que proposait cette déclaration des droits de l'humanité. On a aussi un constat qui est qu'aujourd'hui, on a 2 pactes internationaux qui sont contraignants, qui concernent les droits civils et les droits sociaux. Aujourd'hui, tout le droit de l'environnement est construit sur du droit mou, ce qui empêche de faire appliquer ici et ailleurs des normes environnementales qui puissent être des normes fortes, dont le droit à un environnement sain ou dans le droit à la vie, mais qu'il va falloir faire évoluer. Et on a un pacte qui est aujourd'hui sur la table, qui a été placé là par Emmanuel Macron. Vous me direz, ça n'engage à rien, le temps qu'il soit adopté, il sera déjà à la retraite. Mais ce principe-là, ça, c'est important parce que ça va venir valider la reconnaissance du principe de précaution et de la responsabilité des États, et ça, j'y reviendrai, à avoir un devoir de vigilance et de protection de leur population. La troisième orientation, c'est le fait de dire, aujourd'hui, puisqu'on sait à peu près déterminer qui sont les responsables et surtout on sait les actes qui sont responsables de la destruction de l'environnement, alors on doit reconnaître le crime d'écocide. En 2007, le GIEC a été reconnu comme prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, on peut considérer effectivement, et au regard de, là encore, tout ce que Christophe vient de dire, que le dérèglement climatique est un crime contre la sûreté de la planète, un crime contre l'humanité, qu'il va mener à la recrudescence des guerres, et qu'au-delà de ça, reconnaître la nécessité de préserver les communs et pénaliser ceux qui le détruisent est une nécessité morale, puisque le droit pénal découle du droit moral.
Et puis, et là c'est Pablo Solón qui en parlait tout à l'heure, mais on a un mouvement qui s'accélère de reconnaissance des droits de la nature. Moi, ça me fait toujours bizarre de parler des droits de la nature, parce qu'effectivement, on peut considérer, de notre point de vue d'occidental, qu'on s'en extrait, et que du coup on dit qu'il faut donner des droits à la nature, mais il faut bien se souvenir qu'on en fait partie. Et là, on a une multiplication de textes, effectivement en Amérique latine, mais aussi dans une trentaine de comtés aux États-Unis, avec de plus en plus de cas de saisine en justice de la part de rivières. Et puis, en 2017, ça s'est vraiment accéléré avec la Nouvelle-Zélande et le fleuve Wangani, avec la cour de l'Uttarakhand et qui a donné des droits aux Ganges, ou encore la rivière Atrato en Colombie, et puis en France, et on verra si ça reste en France ou pas, le principe unitaire de vie qui a été inscrit dans le droit par les peuples de Nouvelle-Calédonie, et l'avenir de la Nouvelle-Calédonie va avoir un impact extrêmement puissant chez nous. Éventuellement, je veux bien qu'on reparle des droits de la nature après, parce que ça a des implications diverses et ça soulève plus de questions aujourd'hui que cela n'apporte de réponses. Et je pense que c'est important peut-être qu'on s'interroge plus profondément sur cette question-là. Mais pour finir, je voulais vous parler de l'action citoyenne. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut en parler. L'action citoyenne, ça marche. Ça marche notamment, on a vu la reconnaissance du devoir de vigilance en France. Il y a une grosse mobilisation des États en développement et de la communauté, de la société civile telle que nous on l'entend et pas telle qu'Emmanuel Macron l'entend, au sein des Nations Unies pour porter un traité contraignant pour les multinationales, sur laquelle la France est quand même plus que timide, comme l'Union européenne. Mais on a aussi une manière de contraindre les États à agir, et là je finis peut-être sur ce qu'on fait avec notre affaire à tous, mais nous ce qu'on voit, c'est qu'on part du constat que ce soit à travers les textes qui sont du droit mou, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui existants, ou à partir de l'interprétation dans les droits internationaux, régionaux ou locaux, du devoir des États et des pouvoirs publics de protéger leurs citoyens, on peut agir et on peut saisir de la justice aujourd'hui pour obliger les États à agir. En mars 2015, au Pakistan, un jeune agriculteur a porté plainte contre l'État pour violation des droits fondamentaux de ses parents agriculteurs. Il a gagné. La Cour suprême a imposé au Pakistan un conseil climatique qui est censé réguler la politique climatique du Pakistan tous les 6 mois. Ça a été aussi le cas aux Pays-Bas. Vous avez dû entendre parler de ce cas avec Urgenda, où les Pays-Bas ont été contraints d'augmenter leur réduction de gaz à effet de serre. Il y a aujourd'hui à peu près de 900 actions en justice qui sont menées contre des États, contre des multinationales. Nous, ce qu'on essaye de porter, c'est ça au niveau français, en portant d'abord 5 revendications qui découlent un peu de tout ce que je vous ai raconté avant. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met le climat dans la Constitution pour favoriser la protection du climat sur les intérêts économiques. Comment est-ce qu'on arrive à punir les coupables de crimes d'écocide et de réchauffement de la planète. Comment est-ce qu'on permet aux gens de défendre la justice, de défendre la nature en justice. Ça relie la question des droits de la nature. Comment est-ce qu'on réduit vraiment nos émissions à la fois, je veux dire, quand on regarde, les riches polluent beaucoup plus la planète à cause de leurs émissions indirectes. Là aussi, si ça vous intéresse, on peut y revenir. Mais aujourd'hui, on pollue plus qu'il y a quelques années. Alors que tous les chiffres enregistrés par l'ONU nous disent le contraire. Et puis la dernière chose, c'est qu'on pense qu'il est du devoir des États de réguler l'activité du secteur privé. Aujourd'hui, il est inadmissible de voir des subventions versées à toutes les énergies sales. Il est aussi inadmissible qu'on ait un manque de régulation du secteur bancaire ou des activités, de l'ensemble du secteur économique. Tout ça, c'est des choses qu'on peut revendiquer parce qu'elles existent aujourd'hui et on peut aller en justice pour défendre ces droits-là et le climat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour cet exposé qui, bien souvent, on oublie toute cette possibilité juridique aussi de travail citoyen. Alors, on a quelques minutes pour des questions, des remarques qui seraient adressées à nos 2 intervenants. Alors déjà, merci pour ces 2 interventions. Moi, ce serait une question du coup pour Marie Toussaint. Tu l'as dit, le droit, ça prend du temps et on est quand même dans un état d'urgence climatique. Donc voilà, sur le long terme, ça peut être super intéressant d'avoir des règles contraignantes. Mais d'un point de vue court terme, il y a quand même des choses à faire. Est-ce que tu penses que l'action citoyenne et du coup le droit de façon intercomplémentaire, comme le disait Pablo tout à l'heure, l'action citoyenne peut accélérer l'application du droit ou potentiellement la prise en compte de règles contraignantes?
Ok. Alors, l'élaboration du droit prend du temps, c'est vrai. Si on considère, comme nous on le fait, que le droit actuel est déjà censé nous protéger, alors on a besoin de moins de temps. Une affaire, elle peut prendre 2 ans. Alors, ça peut paraître long, mais en même temps, par rapport à tout ce qu'on a déjà essayé et sur quoi on a déjà perdu, je veux dire que c'est quand même pas très long, et qu'il faut absolument le faire. Il y a des États où ça s'est passé, où ça a gagné. On a parlé du Pakistan ou des Pays-Bas. Moi, je pense à la Belgique, où il y a plus de 30 000 citoyens qui ont porté plainte contre leur État. Ça, c'est évident qu'une fois qu'on se met tous ensemble et qu'on va voir le juge, on pèse sur le juge, on pèse sur son interprétation, et on arrive peut-être à le convaincre de venir avec nous défier l'État de mettre en œuvre des politiques sur lesquelles soit il s'est déjà engagé, soit il est censé, les trajectoires sur lesquelles il est censé s'engager. Voilà un peu la réponse de manière très brève que je t'apporte. Mais c'est vraiment important qu'on réalise que c'est un réel outil à notre service, et aussi que le droit, c'est aussi le modèle dans lequel on se projette, c'est la manière dont on veut faire société. Et donc au-delà de l'utiliser comme outil pour améliorer et rendre plus rapide et plus efficace l'action, c'est aussi, on doit s'en saisir pour s'imaginer comment on a envie de vivre ensemble demain. Et que c'est ça sur quoi on doit travailler dans le court et dans le long terme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, il y a quelqu'un ici aussi, 2 personnes, et je crois qu'après on va arrêter. Bonjour, vous m'entendez ou pas? Ouais. Merci déjà. On a beaucoup parlé d'effondrement, de changement climatique, de justice climatique, etc. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que chaque jour, il y a un peu plus d'une centaine d'espèces vivantes qui disparaissent définitivement. Et je trouve qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. On est un peu basé sur les humains, plus les conséquences que ça aura sur nous. Et en fait, moi, moralement, ça me gêne un petit peu en fait qu'on s'attarde un peu moins sur ces espèces qui disparaissent. Et voilà, donc tout n'est pas qu'une question de climat, d'effondrement, etc. Ces espèces, elles s'effondrent déjà en fait. Voilà, c'est tout. C'était juste une remarque. Merci pour ce... Il n'y a pas de question, hein, cet apport. Monsieur Christophe Bonnet a expliqué en début d'intervention que la situation était plus dramatique que ce qu'on ne le pensait, mais est-ce que c'est pas simplement dû au fait que les études scientifiques mettent du temps à sortir? Donc entre le moment où on découvre un résultat, au moment où c'est publié et mis au-dessus de tout le monde, il se passe... pour le GIEC par exemple, c'est 2 ans je crois, à peu près. Et est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'avec la concentration de CO2 de CO2 ou tous les autres gaz de ce type-là dans l'atmosphère, leur impact n'est pas linéaire mais plus en mode hyperbole, donc du coup on ne peut pas savoir exactement à quel... Enfin, on sait que ça sera toujours de plus en plus grave, quoi. Donc on ne doit pas être étonné du fait qu'aujourd'hui on est dans une situation plus critique que ce qu'on ne le pense. Parce que je pense que j'ai... Oui, c'est vrai qu'il y a un cycle des publications scientifiques sur le climat, puisque les rapports du GIEC, c'est tous les 4-5 ans. Les scientifiques essayent de publier avant, par exemple, pour être dans le rapport du GIEC de fin 2013, début 2014, il fallait publier avant 2012, donc il y a des cycles, on essaie de publier avant, et puis ensuite... il n'y a que ça qui est pris en compte, et il y a d'autres publications plus alarmistes qui arrivent juste après, et qui sont pris en compte seulement 4 ou 5 ans plus tard dans le rapport du GIEC. Il y a cette cyclicité-là. Mais enfin, je suis assez d'accord malgré tout sur le fait qu'il ne faut pas non plus aligner notre pensée de l'urgence sur ce qui sort uniquement dans les parutions scientifiques. L'urgence, elle est sociale et politique, démocratique, etc., comme l'a montré Pablo tout à l'heure. Je crois qu'on va laisser la place pour la prochaine discussion. Bon, bien sûr, c'est frustrant, mais je crois qu'on ouvre des pistes. Il ne s'agit pas ici de trouver les réponses seulement, mais on ouvre des pistes pour notre réflexion, pour alimenter justement notre action.